Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une introduction aux travaux pratiques de physique 1. Comme première étape, les travaux pratiques de physique 1 qui seront discutés, détaillés et exercés à travers cette série de vidéos sont classés comme suit. Le premier TP qui sera détaillé dans la vidéo en cours, c'est une introduction aux travaux pratiques qui explique les principales notions entrent en jeu quand on fait un travail pratique ou expérimental, telles que les notions incertitude, précision et exactitude. Le deuxième TP qui sera expliqué dans la prochaine vidéo présente une étude théorique et expérimentale de mouvements oscillatoires de pendules élastiques verticales. Le troisième travail pratique qui sera expliqué prochainement, c'est le TP de la chute libre. Le quatrième travail pratique, c'est le pendule simple. Et le cinquième travail pratique, c'est le pendule de torsion. On commence l'explication par l'introduction. La confrontation entre les résultats expérimentaux et ceux de la théorie est toujours la fondation sur laquelle la progression de toutes les sciences est bâtie. Les lois théoriques sont censées décrire objectivement la réalité scientifique, tandis que les résultats expérimentaux sont supposés représentatifs. Malheureusement, les deux démarches théoriques et expérimentales sont naturellement accompagnées d'un certain niveau d'incertitude, ce qui rend l'une indispensable pour compléter l'autre. On parle maintenant des objectifs des travaux pratiques. Les avantages des travaux pratiques sont innombrables, mais on peut citer quelques-uns. Le premier avantage, c'est d'acquérir une connaissance de base des phénomènes physiques connus, tels que le mouvement périodique des pendules simples, élastiques et de torsion. Le deuxième avantage, c'est d'apprendre à présenter et interpréter les résultats obtenus et en tirer les conclusions adéquates. Aussi, d'apprendre quelques règles pour estimer les incertitudes expérimentales et valoriser les mesures effectuées au laboratoire. Le quatrième avantage, c'est de renforcer la compréhension du cours de physique. Et enfin, apprendre certains comportements et pratiques expérimentaux, tels que le bon usage des outils et le respect des méthodologies de recherche. Maintenant, on parle des mesures. Lorsqu'on prend une mesure d'une grandeur physique quelconque, on n'arrive jamais à localiser la valeur exacte de la quantité mesurée. Que la mesure soit pour une longueur, pour une masse, pour un volume ou pour un intervalle de temps. Pour chaque mesure, on utilise nos organes, nos sens et des appareils de mesure dont la précision, aussi bonne soit-elle, est limitée. Alors, notre mesure est plus ou moins proche de la réalité. Par conséquent, il est important que le résultat de la mesure expérimentale soit accompagné d'une évaluation d'une incertitude de mesure. Maintenant, on donne définition à la notion erreur et à la notion incertitude. En effet, l'erreur et l'incertitude sont des notions complètement différentes. On appelle une erreur de mesure l'écart entre la valeur obtenue, c'est-à-dire la valeur mesurée, et la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur exacte. Alors, de cette définition, on peut conclure que l'erreur est une grandeur algébrique, positive si la mesure est par excès, négative si la mesure est par carence. Aussi, puisque la valeur exacte est le plus souvent inaccessible, alors automatiquement, l'erreur est le plus souvent est inconnue. On passe maintenant à la définition de l'incertitude. Prenons l'exemple des grandeurs physiques grand X, à déterminer expérimentalement.
À la fin de l'expérience, on obtient le résultat petit x avec une incertitude absolue delta x, de sorte que la valeur exacte grand X soit appartenue à l'intervalle commençant de petit x moins delta x jusqu'à petit x plus delta x. Ce qui veut dire que grand X égale petit x plus ou moins delta x. En résumé, petit x, c'est la mesure. Delta x, c'est l'incertitude absolue associée à la mesure. La valeur exacte grand X se trouve donc à l'intérieur du domaine délimité par petit x plus ou moins delta x. Exemple, une longueur L égale 2,50 plus ou moins 0,05 mètres. Ça veut dire que la longueur L égale 0,50 mètres à 0,05 mètres près, c'est-à-dire delta L égale 0,05 mètres. Il y a une autre incertitude à définir, c'est l'incertitude relative. L'incertitude relative est le rapport entre l'incertitude absolue delta x et la mesure x. Donc, l'incertitude relative égale delta x divisé par x. L'incertitude relative est plus souvent exprimée en pourcentage. Par exemple, la longueur L égale 2,50 plus ou moins 0,05 mètres, c'est-à-dire L égale 2,50 mètres plus ou moins 0,05 divisé par 2,50 fois 100. Ça donne L égale 2,50 mètres plus ou moins 2%. Alors, l'erreur relative à la mesure égale 2%. Et comme conclusion, l'incertitude relative permet de comparer l'exactitude de différentes mesures. La mesure la plus exacte est celle dont l'incertitude relative est la plus faible. Par convention, l'erreur relative delta x divisé par x est positive, absolue et non algébrique. Maintenant, c'est le moment pour définir et faire différencier entre les deux notions, précision et exactitude. La précision traduit le degré de reproductibilité, ou bien le degré de proximité, que l'on observe entre différentes mesures qui ont été obtenues par la même méthode. Tandis que l'exactitude exprime la proximité entre le résultat et la valeur réelle, ou bien la valeur présumée. L'idéal est évidemment une mesure à la fois précise et exacte, et un moindre mal, et une mesure exacte et imprécise. Définition des chiffres significatifs, certains et incertains. Pour exprimer les résultats d'une mesure, les chiffres qui doivent être mentionnés sont les chiffres significatifs. Prenons cet exemple. Les chiffres autres que 0 sont significatifs. Les zéros placés après un chiffre non nul sont aussi significatifs. Les zéros qui sont placés en tête de nombre ne sont pas significatifs. Donc, les chiffres significatifs sont tous les chiffres certains, plus le premier chiffre incertain. Toujours dans le cadre des chiffres significatifs, lorsqu'on veut exprimer le résultat d'une mesure ou d'un calcul, seuls les chiffres significatifs doivent être mentionnés, de sorte que l'incertitude absolue est exprimée avec un seul chiffre significatif, ou bien deux chiffres maximum. Pour l'arrondissement de l'incertitude, on préfère augmenter d'une unité le dernier chiffre, même si le chiffre suivant est inférieur à 5. L'incertitude et le résultat s'expriment avec le même nombre de décimales. Le résultat sera donc arrondi afin de ne comporter qu'un seul chiffre incertain, ou bien deux chiffres maximum. Pour mettre l'accent sur les chiffres significatifs, on présente cet exemple qui tient en compte deux grandeurs physiques, L et M. Avec l'arrondissement et en tenant compte des chiffres significatifs, ces résultats devraient s'écrire de la façon suivante.
Aussi, il est insuffisant d'indiquer la mesure avec un nombre très restreint de chiffres significatifs. Et enfin, il ne sert à rien d'écrire des chiffres significatifs au-delà de ceux indiqués par l'incertitude absolue. On discute maintenant la répercussion des incertitudes. On parle de la répercussion des incertitudes quand les grandeurs physiques mesurées sont à utiliser pour déduire des résultats de calcul, tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Pour l'addition et la soustraction, les incertitudes absolues associées aux grandeurs physiques mesurées s'additionnent pour donner l'incertitude absolue du résultat. Et on ne parle jamais de la soustraction des incertitudes absolues. Par exemple, A et B et C sont des grandeurs physiques mesurées. Et X égale A plus 2 fois B moins 3 fois C. Alors, l'incertitude associée à X est delta X, telle que delta X égale delta A plus 2 fois delta B plus 3 fois delta C. Bien qu'il existe une soustraction dans l'équation donnant le résultat X en fonction de A, B et C, la soustraction n'existe pas dans l'équation donnant l'incertitude du résultat delta X en fonction de delta A, delta B et delta C. Pour la multiplication et la division, c'est les incertitudes relatives qui s'additionnent. Et on ne parle pas de soustraction des incertitudes relatives. Maintenant, c'est le rôle de la présentation graphique de la zone d'incertitude. Soit M, un point défini dans le plan X ou Y par les coordonnées xm, ym, qui sont obtenues expérimentalement. On associe à la grandeur xm l'incertitude delta x et à la grandeur ym l'incertitude delta y. Alors, la zone assurée correspond au rectangle d'incertitude du point expérimental M. Autrement dit, c'est la zone d'incertitude. Ce rectangle peut se réduire à une simple barre si l'une des incertitudes est négligeable. Maintenant, on va expliquer la méthode à suivre pour tracer un graphe. Lorsqu'on veut tracer un graphe pour en déduire les grandeurs physiques, il est recommandé de suivre les étapes suivantes. Premièrement, réaliser les mesures et rapporter les résultats dans un tableau de la façon suivante. Deuxièmement, estimer les incertitudes delta x et delta y pour chaque couple de points xi et yi. Dans ce cas, les incertitudes delta x et delta y sont constantes pour tous les couples. Troisièmement, choisir convenablement l'origine des axes et les nommer en indiquant les unités de x et de y. Quatrièmement, choisir une échelle adéquate pour chacun des deux axes. Cinquièmement, indiquer sur chaque axe quelques points correspondant à des nombres entiers, formant une progression arithmétique. Sixièmement, représenter les points expérimentaux par des petits cercles. Septièmement, représenter les rectangles d'incertitude de cote de delta x et de delta y. Puis, tracer la droite y égale a min, x plus b min, ayant la plus petite pente. Et tracer la droite y égale a max fois x plus b max, ayant la plus grande pente. À la fin, tracer la droite intermédiaire y égale à x plus b et calculer la pente a et l'ordonner à l'origine b de la façon suivante. Puis, calculer les incertitudes sur la pente et sur l'ordonnée à l'origine
delta A et delta B. Dans cette étape, on va expliquer la méthode à suivre pour tracer un graphe passant par l'origine du repère. Dans le cas où la droite passe théoriquement par l'origine, les droites de pente minimale et maximale doivent également passer par l'origine. Et dans ce cas, x1 égale x1 min égale x1 max égale à 0. Et aussi y1 égale y1 min égale y1 max égale à 0. Automatiquement, b égale delta b égale à 0. Dans ce cas, le traitement est simplifié et les points les plus éloignés de l'origine doivent être utilisés pour déterminer les droites. La pente A égale y2 divisé par x2 et l'incertitude sur la pente égale 1 demi fois la valeur absolue de y2 max divisé par x2 max moins y2 min divisé par x2 min. Donc, il est bien clair que le tracé de graphe devient plus simple quand il passe par l'origine. Pour finir cette présentation, on donne un exemple d'application qui va nous guider pour comprendre tout ce qui est expliqué précédemment. Supposons les données expérimentales rapportées dans le tableau suivant. Y en fonction de x. L'incertitude est considérée uniforme à travers tous les points suivant x et de même suivant y. La théorie prouve la relation suivante qui relie la variable x et la variable y avec k est une constante à déterminer. Alors, pour déterminer la constante k, il faut passer par les 6 étapes suivantes. Premièrement, compléter le tableau en calculant x carré et delta x carré. Deuxièmement, représenter graphiquement le nuage du point xi au carré, yi, en précisant les rectangles d'incertitude. Troisièmement, tracer par la méthode graphique la droite y égale une fonction de x carré. Quatrièmement, calculer la constante k en fonction de la pente. Cinquièmement, calculer l'incertitude delta k. Et sixièmement, écrire le résultat sous forme de k égale une quantité plus ou moins une autre quantité plus l'unité. Donc, il ne reste qu'à passer à la solution. Premièrement, calcul de x carré et delta x carré. Les résultats de calcul sont rapportés dans le tableau suivant. Et delta x carré est calculé en basant sur la théorie de répercussion des incertitudes, quand il s'agit d'une multiplication. Dans la deuxième et la troisième étape, la représentation graphique des points est tracée de la droite. Dans les trois dernières étapes, on calcule la constante k et son incertitude absolue delta k de la façon suivante. Voilà, c'est la fin de cette présentation, mais ce n'est pas la fin de TP numéro 1, qui sera complétée par la prochaine vidéo, qui explique la méthode des moindres carrés, qui est aussi une méthode utilisée pour la présentation graphique des résultats.